Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading, émission Wall Street Insider, tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. On va passer en revue les paires de devises majeures, quelques paires de devises secondaires, les indices boursiers, les matières premières. Et puis donc je répondrai dans un second temps à vos questions. Ce point de marché sera uniquement dédié aux graphiques intraday. Je vous proposerai des vues de marché beaucoup plus longues, et sachant que j'ai de toute façon en tête les niveaux et les graphiques de long terme, mais c'est lors de ma conférence de jeudi prochain. Alors vous savez, je vous rappelle qu'ici même, jeudi prochain, nous organisons une conférence de trading en ligne, et justement ma partie, entre 13 h et 14 h 15, sera dédiée aux graphiques de long terme. J'ai déjà commencé donc à les rassembler. J'essaierai de couvrir tous les marchés et le marché action aussi, notamment donc certaines, je dirais, stratégies qui me semblent intéressantes au sein des actions du CAC 40, mais aussi bien sûr des paires de devises, des matières premières et des grands indices boursiers. Avertissement légal, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous savez que devant vous, lors des prochaines heures, eh bien, le news flow monétaire sera très important. Il y a un événement avant la Banque Centrale Européenne. C'est demain matin, aux alentours de 5 h du matin, si mes souvenirs sont bons, une décision de politique monétaire de la Banque Centrale du Japon. D'ailleurs, sachez que depuis la nuit dernière, le rendement obligataire à 5 ans du Japon est devenu négatif. Et ce que vous devez donc avoir en tête, c'est que ce type de programme monétaire a pour première conséquence l'augmentation du prix des obligations d'État. Et c'est ce que vous retrouvez à travers l'appréciation continue du contrat Bund, par exemple, que vous pouvez négocier chez FXECM. Donc attendez-vous, je pense, eh bien, à la poursuite de cette tendance haussière. Et forcément, il suffit d'observer ce qui s'est passé au Japon. Dépréciation de la monnaie, hausse des actions, hausse des obligations. Clairement, c'est ce que nous observons actuellement aussi au sein de la zone euro, hausse des actions. Le CAC 40, l'indice CAC 40 est au plus haut depuis 4 mois. Et sachez d'ores et déjà que depuis le début du mois de janvier, 4 valeurs du CAC 40 font tout simplement de nouveaux sommets historiques. Voilà. Et des nouveaux sommets historiques, comme peuvent le faire de nombreuses valeurs qui généralement sont plutôt trouvées du côté de Wall Street ou du marché action allemand. Alors on peut citer Essilor, Valeo, L'Oréal ou encore Pernod Ricard, eh bien, qui avancent tranquillement et qui ont bien sûr une configuration graphique nettement plus attractive que celle du CAC 40. Alors aujourd'hui, le marché action parisien est bien orienté parce qu'il est soutenu notamment par le secteur financier et notamment les valeurs bancaires. Et si mes souvenirs sont bons, c'est le titre Société Générale qui aujourd'hui est leader du CAC 40. Lui aussi a une configuration graphique plutôt intéressante, je pense, en 2015. Et ça, je vous la présenterai jeudi, donc dans ma conférence qui aura lieu entre 13 h et 14 h 15. C'est une conférence en ligne qui aura lieu ici même. Alors bienvenue, vous retrouvez donc ici, comme d'habitude, la nouvelle charte graphique de cette émission Wall Street Insider, et vous avez la possibilité ici, si mes vues de marché vous intéressent, de me suivre donc sur Twitter, @VincentGann, comme c'est ici donc indiqué. Et de manière générale, pour les informations concernant DailyFX France, eh bien vous avez ce compte Twitter ici, @DailyFX France, tout simplement. Alors bienvenue, comment allons-nous procéder? Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Bonjour Crani, je pense que oui, voilà, tout le monde me l'a précisé, c'est très gentil à vous. On va commencer par les paires de devises majeures, ensuite les indices boursiers et enfin les matières premières. Voilà, je varie un peu l'ordre, mais je pense qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors, les paires majeures, vous les connaissez, si ce n'est pas le cas, je vous les rappelle. Le GBP USD, la UD USD, l'USD Yen, l'euro dollar, le NZD USD, ou je crois que non, la UD USD, j'ai déjà dû dire le NZD USD. Bref, on va commencer par le GBP USD. Alors, ce sera uniquement des vues de marché en données 4 heures, hein, c'est-à-dire que les horizons de temps supérieurs, je les ai plus ou moins en tête, en tout cas. Dans cette émission, éventuellement je peux, si cela est nécessaire, vous montrer l'horizon de temps supérieur, mais pour ce qui est des graphiques de moyen long terme, par exemple l'horizon de temps hebdomadaire ou l'horizon de temps mensuel, je reviendrai dessus réellement jeudi prochain, donc vous l'avez compris. Alors, le GBP USD, que dire? C'est une paire en dollars qui s'est stabilisée, à la différence de l'euro dollar qui depuis le début de l'année a fait des nouveaux plus bas. Le GBP USD a globalement réussi à trouver un support à 1,50, 1,5030. D'ailleurs, ce meilleur comportement relatif de la livre sterling, vous l'avez en observant l'euro GBP. L'euro GBP qui a lui cassé
les 0,77. Alors d'ailleurs, l'euro GBP à long terme, il faut s'interroger puisque au niveau actuel des cours passe aussi une ligne de tendance importante. J'aurai l'occasion de revenir dessus jeudi. Le GBP USD construit un marché latéral sous le gap baissier qui a été ouvert au début du mois de janvier. Alors je vous rappelle qu'ici a été ouvert un trou de cotation baissier dont la partie basse passe à 1,5320. Alors voilà donc cette résistance qui est importante et que j'ai reportée ici sur le graphique en données 4 heures puisqu'il s'agit donc d'une résistance d'horizon temps supérieur. Maintenant, que se passe-t-il? Avons-nous l'amorce d'une structure en double bottom? Honnêtement, de toute façon, double bottom il y a si ligne de coup franchie, nous constatons. Sauf que cette ligne de coup, de toute façon, passe sur ce niveau horizontal ici à 1,5266. J'y vois davantage une pattern de transition latérale, hypothèse d'une formation chartiste en triangle, mais pure hypothèse, strictement aléatoire. Tout ça pour vous dire que ma conviction sur le très court terme porte, je dirais, la possibilité de voir ce marché rejoindre cette résistance à 1,5266. Et donc, sur la base de ces graphiques, n'anticipe pas, ou en tout cas, je ne peux pas défendre davantage pour le moment. Donc 1,5266, pourquoi pas. Formation aujourd'hui d'un support à 1,5160, qui est tout simplement ce cours de clôture, mais au final, le GBP USD est rentré en fait au mois de janvier dans un marché latéral, un marché plat, dont à terme, nous pouvons à nouveau en sortir par le bas. Mais pour le moment, pas de réponse, donc je pense qu'elle est globalement neutre, mais au sein de cette pattern qu'on peut exploiter sur le court terme pour acheter en bas et viser la partie haute, ou encore vendre en bas pour viser la partie basse. Si vous avez sur votre plateforme un graphique intraday en données 4 heures du GBP USD, je vous invite à étudier cette possibilité de chartiste. Peut-être que vous n'y voirez qu'une formation rectangulaire. En tout cas, voilà comment je vois les choses. Alors on va peut-être parler de l'euro-dollar quand même et pas vous faire trop patienter. L'euro-dollar, pour moi, nous sommes dans une phase de transition latérale, dans le sens de cette dynamique baissière. Impulsion flat, impulsion flat. Ce qui m'intéresse en fait, c'est qu'on construit un marché latéral sous les 1,1640, qui sont donc résistances, et qui sont le cours d'introduction du mois de janvier 99. Et en l'état, je formule l'hypothèse d'un fanion, donc d'une configuration triangulaire intraday, dont les cours sont amenés à sortir par le bas. En tout cas, pour le moment, le signal n'est pas donné. Il y a une possibilité de voir l'euro-dollar éventuellement revenir tester les 1,1640, voire les 1,1670. Mais c'est vrai que tant que nous évoluons dans cette pattern, je dirais ce fanion intraday, eh bien j'ai le sentiment qu'au fond, nous pourrions à nouveau en sortir par le bas. Alors je vais maintenant vous parler de l'USD Yen, puisque je vous ai invité notamment hier à privilégier des stratégies d'achat. Le yen japonais réengage sa dynamique de baisse parce que le marché spécule dès demain matin. Et nous avons demain matin à 7h30 une conférence de presse de Haruhiko Kuroda, le patron de la Banque centrale du Japon, qui devrait peut-être annoncer à nouveau une extension du programme monétaire de la Banque centrale du Japon. Et c'est d'ailleurs depuis ce matin que le rendement d'État japonais à 5 ans a basculé en territoire négatif. Le rendement à 10 ans bascule sous 0,20. Bref, c'est probablement un des meilleurs baromètres pour anticiper un programme d'achat augmenté de titres de dette. En tout cas, l'USD Yen a formé la semaine dernière un support extrêmement solide entre 115,50 et 116. Je pense que l'USD Yen est entré dans une phase de transition latérale qui prend la forme d'un triangle rectangle descendant. Hier, nous étions à ce moment-là, lorsque le marché testait cette oblique de résistance intraday avec un petit support qui se formait à 116,90. Nous l'avons cassé par le haut. Aujourd'hui, nouveau signal d'achat, franchissement des 117,95. 117,95 fait désormais office de support et je pense que ce marché va désormais tendre en direction des 119,50, 120 yens. Potentiellement un objectif qui peut être atteint la nuit prochaine ou demain matin en début de session européenne, avec la conférence de presse du gouverneur de la Banque centrale du Japon, qui aura lieu à 7h30, heure de Paris. En tout cas, le yen japonais est à nouveau sous pression.
à proximité d'une décision de politique monétaire qui, si attention, ne devait pas aller au-delà dans les mesures monétaires, verrait le yen peut-être ne pas forcément repartir fortement à la baisse. Donc soyons prudents. En tout cas, selon l'analyse technique, depuis une semaine, il y avait une opportunité de se positionner à l'achat sur l'USD yen, et depuis ce matin, ce n'est actuellement qu'une succession de signaux d'achat, le dernier en date étant donc la cassure haussière des 117,90. Voilà donc pour l'euro-dollar, l'USD yen et le GBP USD. Maintenant, dans les autres paires majeures, nous avons à nouveau, et comme d'habitude au fond, l'USD CAD qui ne cesse d'être finalement bien orienté et de bien réagir sur les niveaux de support. Le dernier niveau de support qui a été créé par ce marché, nous l'avions vu étudié hier, mais bon, c'était le niveau des 1,1950. Le marché finalement en l'état réalise aujourd'hui, alors pas encore forcément de nouveaux sommets annuels parce que je pense que oui, le son, l'image fonctionne normalement. Attendez, est-ce que ça fonctionne normalement? Ok, voilà, j'ai juste eu un doute puisque quelqu'un m'affirmait que ça fonctionnait pas. Ok, donc l'USD CAD devrait normalement, très rapidement je pense d'ailleurs, là dans les toutes prochaines heures, inscrire de nouveaux sommets. Donc il ne faut pas se compliquer la tâche. L'USD CAD, ça s'achète sur support. L'euro-dollar se vend sous résistance. Le GBP USD se vend sous résistance. Enfin, comme d'habitude en fait. Mais c'est vrai que l'USD CAD, elle est dans le sens de la tendance, probablement une des paires de devises les plus attractives. D'autant plus que je pense que nous ne sommes pas encore entrés dans l'ère de la stabilisation des prix de l'énergie. Et donc c'est forcément quelque chose qui continue de pénaliser le dollar canadien. Cela reste, et vous le savez si vous avez lu notre stratégie, prévision annuelle 2015, et notamment bien poussée par notre analyste Adrien Dremont, probablement la stratégie favorite. En tout cas, une sur laquelle les fondamentaux et l'analyse technique dévoilent plutôt un message assez limpide et assez propre. Voilà donc où en est l'USD CAD, sauf que pour le moment, bien, nous ne sommes plus sur support, mais nous étions sur support encore ce matin. Voilà, le marché est reparti de l'avant, et donc les prochains objectifs, c'est pas compliqué, des graphiques de long terme, et vous allez chercher dans le passé des objectifs de cours qui correspondent simplement à des niveaux d'analyse technique. Voilà, tout simplement. Alors, la UD-USD, le NZD-USD, j'évacue tout de suite le sujet du NZD-USD, même si nous avons ce soir des chiffres importants. Le NZD-USD pour moi est dans un range en données 4 heures que je vais vous montrer dès lors que la plateforme... Alors j'ai un léger bug là d'affichage, mais vous savez que le NZD-USD pour moi c'est un range entre 0,77 et 0,7850, que j'ai toujours accordé ma confiance, je dirais, à l'AUD-USD depuis la réaction sur un support mensuel à 0,8050. Et j'ai considéré que le NZD-USD sous-performerait, donc je m'intéressais davantage à la UD-NZD. Le NZD-USD teste un support. Actuellement, nous sommes sur support. Je l'avoue, 0,77 c'est un support. Mais c'est un range. Alors, je peux comprendre qu'on ait envie d'adopter une stratégie, mais je n'aime pas les marchés de range. Et d'autant plus que ce soir, nous avons une décision, nous avons des éléments qui concernent le dollar néo-zélandais. Donc, nous sommes sur un support. Ai-je pour autant envie de défendre la vue de marché qui serait rebond sur support pour viser 0,7850? Selon l'analyse technique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je préfère clairement aller du côté des paires directionnelles que sont notamment l'euro-dollar ou encore l'USD CAD. Alors, l'AUD-USD, lui, je pense, est en train de créer un support que j'estime solide à 0,8160. Je pense que l'AUD-USD est tout simplement en fait en train de faire peut-être une forme de... Rapidement, hein, c'est pas très propre d'un point de vue chartiste, mais une formation en drapeau ou quelque chose de cette nature-là, en tout cas un range ici. Je conserve un biais positif au-dessus des 0,8160 et je pense que ce marché peut revenir tester 0,8250 et 0,8289. Petite conviction, mais pourquoi pas. Je jette quand même un œil à l'AUD NZD parce que lui forcément... alors, qu'est-ce qui éventuellement pourrait permettre de défendre une stratégie d'achat du support du NZD-USD
c'est le fait que, vous le savez, nous sommes à l'achat ferme depuis notamment le 9 janvier de la UDNZD et la réintégration d'un niveau mensuel à 1,0429. Je pense toujours que la UDNZD ira chercher les 1,0750, certes. Mais sur le court terme, là, tout de suite au moment où je vous parle, la UDNZD teste une résistance. Alors, il teste une résistance. Sa cotation, finalement, n'est que la force relative AUD-USD sur NZD-USD. Pour que la UDNZD puisse casser ces 1,0645 et rallier en direction des 1,0755, il faut que la UD-USD ait un meilleur comportement relatif que le NZD-USD. En clair, pour envisager une cassure haussière des 1,0650 sur la UDNZD, il faut que la UD-USD déjà tienne ses 0,8160, mais surtout franchisse les 0,8220 pour réaccélérer en direction des 0,8289. Et moi, au fond, je suis prêt à défendre ce scénario avec un stop sous les 0,8160. Pourquoi pas? Une stratégie positive, protégée par un stop sous les 0,8160 pour viser 0,8289 ici, sur la UD-USD. Mais j'admets aussi que le NZD-USD est sur support et on peut aussi envisager une stratégie d'achat sur ce niveau de support, protégé par un stop sous 0,7690, mais le NZD-USD ne me plaît pas, étant donné que c'est un marché de range et qu'il y a ce soir des statistiques, j'écarte plutôt les stratégies sur cette paire de devises. Vous l'avez compris, pour faire la synthèse, je privilégie toujours l'achat de support sur l'USD CAD, la vente de résistance sur l'euro-dollar, l'achat de support sur l'AUD-USD. L'AUD-NZD m'intéresse parce qu'il reflète le meilleur comportement relatif du dollar australien face au dollar US vis-à-vis donc du dollar néo-zélandais. Quant à l'USD-Yen, je reste à l'achat, je reste positif au-dessus des 115,50 et des 116, à la fois pour, je dirais, l'orientation générale du dollar US, mais surtout le fait que le yen semble déjà reprendre sa tendance de fond. Et le yen a été la monnaie la plus faible en 2014, et je pense que ce marché peut rejoindre sur le court terme le niveau des 120 yens, et désormais, sur toute stratégie d'achat, il faut relever les stops sur le court terme, sous ce nouveau support ici, à 117,94. Alors que se passera-t-il si l'euro-dollar sort par le bas de ce fanion et reste positionné sous les 1,1640? Eh bien, le prochain support de dimension hebdomadaire est à 1,1375. Bon, on a récemment formé un support un peu plus proche ici, sur les 1,14, 50, 60. Alors voilà pour les paires majeures. Maintenant, les indices boursiers, c'est juste bullish, qu'il s'agisse des marchés actions US, du Nasdaq 100, du Nikkei, du DAX, du CAC, du MIB ou de l'IBEX. D'ailleurs, il est possible que le MIB et l'IBEX soient attractifs en 2015. Je vous montrerai des graphiques de long terme jeudi. Le CAC 40 est bien orienté depuis le début du mois de janvier, depuis le 6 janvier, donne des signaux d'achat selon l'analyse technique. Je pense que clairement, il va falloir prendre des bénéfices avant la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Vous avez bien vu que nous sommes actuellement face à des événements de marché qui créent de la volatilité et des décalages violents sur le marché. Au-delà de la Banque Centrale Européenne, il y a aussi un événement politique en Grèce le week-end prochain. Dans tous les cas, en restant uniquement selon l'analyse technique, la clôture hebdomadaire de vendredi dernier constituait un signal d'achat sur le DAX et sur le CAC. Le CAC, c'était la cassure haussière des 4325 et le DAX, l'inscription de nouveaux sommets historiques et la cassure haussière des 10 094 points. Le DAX est clairement plus propre et plus intéressant. Voici ici les anciens sommets historiques à 10 094. C'est un signal d'achat. Je vise 10 548. 10 548 points. C'est une extension de Fibonacci que je vous ai proposé d'ailleurs dans mon analyse de ce matin, depuis hier en fait en données journalières. Sur le très court terme, je pense qu'on fait un petit fanion entre 10 191 et 10 309. Et si le marché en sort par le haut, il rejoindra les 10 500, 10 548 points, ce qui concrètement correspond au CAC 40, aux 4508 points. 4508 points qui sont les sommets ici de septembre 2014. Donc, voilà ce qui se passe sur ce marché.
Pour ce qui est de la partie action, j'en reparlerai davantage à partir de jeudi. Alors il y a un autre indice qui m'intéresse, c'est le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 m'intéresse et l'indice Nikkei 225. Alors en ce qui concerne le Nikkei, vous avez sur notre site une analyse dans la colonne de droite. Je pense que le Nikkei est clairement toujours bien haussier au-dessus d'un support qui, si mes souvenirs sont bons, passe aux alentours des 16 600. Car alors, revenez sur le site, je connais pas forcément tous les niveaux par cœur. Je vais juste essayer d'aller le rechercher parce que j'avais un graphique en données journalières qui me semblait intéressant à vous montrer, mais je vais simplement vous le remontrer ici, juste que je puisse le retrouver. Voilà. La vue de marché que j'ai sur le Nikkei, c'est quoi, hein? C'est une jambe de hausse, formation d'une phase de transition latérale ici au-dessus des 16 445 points. Je pense que nous avons ce type de phase de transition latérale, à savoir une structure chartiste en triangle. Voilà, donc suite à ce mât haussier, c'est plutôt positif de voir ce type de pattern. Sur le très court terme, toujours en utilisant l'analyse chartiste, voici le dernier signal en fait qu'a donné le Nikkei, suite à une belle séance qui a eu lieu hier. Bon, je pense que le Nikkei peut tout à fait rejoindre les 17 750 points. Mais en fait, en 2015, je pense que le Nikkei peut dépasser les 18 000 points et rejoindre les 20 000 points. Donc, c'est un indice qui m'intéresse sur support. Le gros support hebdomadaire, vraiment le support de long terme, c'est celui-ci, sur le Nikkei. Celui au-dessus donc des 16 500 points. Et c'est vrai qu'au vu finalement de l'analyse technique d'un certain nombre de marchés actions, eh bien l'année 2015 s'ouvre plutôt sous de bons auspices pour les perspectives d'appréciation du prix des actions. Pas forcément celles qui ont fortement monté en 2014, mais on a ce thème en fait d'un processus de rattrapage du prix des actions européennes qui ont été particulièrement blanches en 2014. Blanches, c'est-à-dire des performances proches de zéro. Et donc je vous invite à vous retourner du côté du MIB ou de l'IBEX, qui je pense pourrait profiter pleinement d'un redémarrage. On a sur l'IBEX et le MIB une forme de consolidation qu'on avait un peu connue au premier semestre 2013. Je pense qu'on va bientôt en sortir par le haut et je ne serais pas surpris de revoir ces indices revenir chercher ici leur sommet de septembre 2014, voire au-delà cette année. Alors, mais j'en reparlerai davantage plus tard. Là, j'ai pas forcément de graphique à jour sur ces horizons de temps court à vous proposer. En ce qui concerne le Nasdaq, alors le Nasdaq, je vais en faire le suivi parce que je m'y suis intéressé avec vous. Le Nasdaq, je m'y suis intéressé lorsqu'on a eu une fausse cassure ici des 4080 points, puis une réintégration. Je pense désormais que ce marché forme ici un support. Un petit support sur les 4120 points. De manière générale, tant qu'on tient cette zone, de toute façon, je pense que nous pouvons revenir chercher, au moins ici, cette résistance sur les 4250 points. Donc voilà, je conserve de toute façon un biais positif sur ce marché action qu'est le Nasdaq 100 et sur le SP500. Le SP500, bon, j'avais moins de conviction, c'est certain que les actions européennes sont plutôt en phase de surperformance, mais le SP500, tant qu'il tient les 1990 points, eh bien, je pense aussi toujours qu'il est dans une configuration plutôt attractive, dans le sens où on a eu une jambe de hausse et on est probablement rentré dans un range ici, sur le Nasdaq 100, sur le SP500. Alors, sur le court terme, il faut juste se méfier parce que je pense que là, nous avons cette résistance descendante ici. On peut éventuellement envisager le S&P 500 reprendre les 2040 points. Il va falloir clairement, c'est un seuil assez important, c'est un seuil décisif. Si on reprend et si on déborde ces 2040, là en effet retendre en direction des 2090. Où se situerait le premier support
pour une stratégie positive, eh bien je pense que les 2008 points me paraîtraient être un niveau de support ou envisager une stratégie positive ici sur cet indice S&P 500. Alors, maintenant le Bund. Alors le Bund, l'évolution de son prix haussière ne fait que refléter la poursuite de la dynamique baissière des rendements. Alors, je rappelle que c'est un contrat lorsque vous le détenez, lorsqu'on détient une obligation d'État, on est rémunéré par un taux d'intérêt qui est fixé par le marché, et un programme d'achat de titres de dette ne fait que créer des pressions baissières sur les rendements d'État. Regardez, le rendement japonais à 10 ans, il passe sous 0,20, et on peut parfaitement envisager cette année de voir le rendement d'État allemand à 10 ans connaître le même type de processus. Ce qui signifie que le prix de cette obligation ici que vous avez sous les yeux va continuer de s'apprécier. Je pense que cette année on peut viser 180. Je dis 180, on n'a pas d'historique, on est sur les sommets historiques, donc on ne peut que faire des suppositions ou des projections. Tracer des extensions de Fibonacci, c'est la seule chose. La prochaine, elle se trouve à 158,40. 158,40. Et le premier support se trouve entre 157 et 157,30. Donc, si ce marché se présente à niveau sur ce niveau de support, je pense qu'on peut envisager une stratégie d'achat. Simplement, ayez conscience du fait que vous êtes plus que jamais, et nous sommes maintenant plus que jamais au fait que les décisions de politique monétaire vont gagner en brutalité, et donc les mouvements de marché, dès lors qu'un actif est concerné par un effet de levier énorme, peut subir un décalage. Dites-vous bien que le marché du crédit, le marché de la dette, est probablement un marché où l'effet de levier est le plus conséquent. Autant vous dire que les positions longues sur le marché de la dette souveraine sont extrêmement importantes, avec un puissant effet de levier. Et que si la hausse récente du Bund price un programme d'achat d'actifs par la BCE qui n'aurait pas le montant que le marché attend, on peut envisager des chocs. Donc, voilà, je tenais à vous prévenir, c'est quelque chose dont il faut avoir confiance dès lors qu'on s'expose à l'achat sur cette dynamique haussière, qui par contre pourrait clairement se poursuivre si ce programme voit réellement le jour, si les montants sont suffisants, et si le marché anticipe, comme c'est le cas avec par exemple celui de la BOJ, eh bien des extensions régulières. En tout cas, premier support 157, 157, 38, ligne de tendance haussière, et prochaine extension de Fibonacci à 158, 40. Je termine par les matières premières sur un horizon de temps assez court. L'once d'or, alors l'once d'or, on vous propose des vues de marché extrêmement haussières depuis notamment cette séance du 12 janvier, qui a vu l'once d'or sortir par le haut d'une structure en épaule, tête épaule inversée, ou un triangle, enfin peu importe. En tout cas, la ligne de coup c'était celle-ci, qu'il s'agisse d'un triangle ou d'une épaule, tête épaule inversée. Voici où se situe la ligne de coup sur cet horizon de temps intraday H4, aux alentours des 1225. On sort, on fait un pullback, on relance. Donc là, l'once d'or, j'ai envie de dire, c'est impulsion, phase de transition latérale, impulsion, phase de transition latérale, impulsion, phase de transition latérale, impulsion, phase de transition latérale. À chaque fois, lorsqu'on sort par le haut de la phase de transition latérale, sa partie haute agit comme support. Donc, eh bien, le tout premier support sur l'once d'or se situe maintenant à 1000, combien? Alors ça c'est 1281. 1300, c'est une première. Alors il y avait ici un premier objectif qui a été atteint, hein, c'est uniquement du chartisme, hein, c'est aller chercher les principaux niveaux de prix. Donc 1296 c'est un niveau, mais je pense que on peut être plus ambitieux à terme sur ce marché, et notamment voir l'once d'or revenir chercher cet oblique ici, qui passe aux alentours des 1325. Donc voilà un objectif que je confirme en fait, c'est cette zone là des 1325 sur l'once d'or lors des prochaines semaines. Et disons que si ce marché devait faire un pullback un peu profond, je n'aimerais pas voir les cours repasser sous les 1255, donc 1255 ça serait un bon niveau d'entrée sur repli, mais franchement je doute qu'on y retourne,
et je pense plutôt qu'une cassure haussière des 1296 peut créer un processus d'accélération en direction des 1325. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les pétroles? Eh bien rien. Alors j'avais éventuellement envisagé des structures chartistes particulières, je les oublie complètement. Nous sommes dans un range, une phase latérale, dont le marché a à nouveau de fortes chances d'en sortir par le bas. Donc il n'y a pas d'implication chartiste particulière, si ce n'est qu'on fait un range entre 44 et 50 sur le WTI. Idem sur le Yucca Oil avec un range sous les 51,72. Il n'y a pas de stratégie particulière, c'est un range et qui peut appeler derrière de nouveaux plus bas. Ensuite, pour terminer sur ces graphiques en données 4 heures, l'USD-CNH, alors vous aviez la nuit dernière les chiffres du produit intérieur brut en Chine, alors les chiffres du quatrième trimestre mais qui permettent de faire un bilan sur l'année. 7,3% au quatrième trimestre, c'est globalement ce qu'on a eu au troisième trimestre. Au final, sur l'ensemble de l'année, 7,4%. L'objectif du gouvernement chinois était à 7,5%. Donc nous sommes grosso modo dans l'objectif du gouvernement chinois, sauf que c'est un niveau de croissance et des perspectives qui sont probablement pas suffisantes pour la Banque populaire de Chine. Et c'est vrai que le marché continue d'envisager de nouveau un nouveau stimulus de la part de cette banque centrale qui continue d'affaiblir le taux de change du yuan face au dollar sur le FX. Je pense qu'on a eu sur le court terme une belle réaction sur 6,18, qu'on a franchi ici cette ligne de tendance, on est dans l'esprit, mais ça manque de confirmation, mais j'y crois toujours, probablement sorti par le bas d'une forme de structure en drapeau après avoir fait une jambe de hausse entre 6,11 et 6,23,85. Je pense que ces 6,21,40 sont un premier niveau de support et que on peut l'utiliser éventuellement pour une stratégie d'achat pour viser 6,23,85 et puis après cette année 6,25 et 6,27. J'abandonnerai complètement si un jour on casse 6,18, mais tant qu'on tient, eh bien je reste sur la base de graphiques de long terme, toujours favorable sur cette paire de devises. Alors je vais maintenant répondre à vos questions. Alors merci donc de m'avoir proposé de m'avoir confirmé que le son et l'image fonctionnaient. Alors visiteur me demandait une analyse sur une action. Je ne cliquerai pas bien sûr sur votre lien hein, si vous ne précisez pas de quoi il s'agit. Il faut être transparent jusqu'au bout. Alors Yann, question alors sur l'euro-dollar, les 1,1640, il s'agit du plus bas de l'année 2005. C'est la première résistance sur le graphique hebdomadaire, c'est 1,1648. Et donc, voilà, ça, pour le moment, on fait un flat, probablement un fanion sous cette résistance. Alors, première question, pourquoi est-ce que le CAC 40 en 15 minutes vient passer de 4460 à 4430 ? Eh bien parce qu'il est passé de 4000 à 4460 en l'espace de 2 semaines, porté par un certain nombre de choses, hein, mais aussi probablement le fait qu'on anticipe une action de la Banque Centrale Européenne à partir de jeudi. Forcément, lorsqu'on approche de cet événement, on prend des profits. Et pourquoi prend-on des profits alors que s'annonce une décision de politique monétaire? Eh bien, je pense que la semaine dernière a suffi de nous convaincre que ces décisions peuvent avoir des effets assez brutaux sur le marché. Alors lorsqu'on a des gains latents avant une telle décision, il est logique d'encaisser et de prendre des bénéfices. L'analyse technique, elle, indique une forte résistance à 4500-4508, mais aussi un premier support que je situerai ici à 4410. Alors, nous verrons bien la suite des événements. Et naturellement, je ne parle pas du franc suisse parce que du fait de l'augmentation significative de la volatilité implicite et réalisée sur cette monnaie depuis la semaine dernière, je laisse le marché encaisser, intégrer les news. D'autre part, vous avez tous vu les conditions de marché et quel que soit le broker, les conditions notamment de spread pour investir sur le franc suisse, honnêtement, enfin voilà, ça met en risque le capital. Donc ça me paraît plutôt bon de se tenir à l'écart de ces paires de devises en francs suisses en attendant que les conditions de marché redeviennent
normal. Alors, voilà donc le tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures que je pouvais vous proposer. Je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Je vous rappelle donc que la conférence en ligne de jeudi prochain, elle va durer de 9 heures à 18 heures. Pas besoin de s'inscrire, il suffit de vous rendre là où vous êtes maintenant, à l'heure actuelle. Et d'autre part, ces conférences seront enregistrées. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et je vous retrouve donc demain, même heure, pour un tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Merci à toutes et à tous.